Après 96 jours d'une lutte contre les éléments, Antoine Cornic a enfin bouclé son Vendée Globe 2024. Une épopée marquée par des galères physiques et matérielles dont il nous livrera très bientôt les coulisses. Seul face aux océans, il a relevé un défi hors norme qui l'a transformé tant sur le plan personnel que dans son rapport au monde. Car un tour du monde en solitaire ne se vit pas sans conséquences ni pour soi, ni pour ses proches. Le vent, la houle et la solitude ont vite rappelé à Cornic que cette course ne serait en rien une promenade de santé. Parmi les moments forts de son périple, le passage du mythique Cap Horn a résonné comme bien plus qu'une simple coordonnée géographique. Il symbolise un rêve qui prend vie et marque l'amorce du sprint final vers les Sables d'Olonne. Une dernière ligne droite, synonyme de retour à la maison. Home sweet home. L'objectif des 40 marins quand tu fais un Vendée Globe, c'est de finir le tour. Ça, il n'y a pas un mec qui va te dire je vais gagner le Vendée Globe. Ça intervient dans un deuxième temps quand on parle vraiment du sportif. Où moi, sportivement, je voulais être sous les 90 jours. Et ce qui ne s'est pas fait, tu vois, j'ai fait 96, j'ai été obligé de m'arrêter à Saint-Paul, etc. Mais tu as été jusqu'au bout quand même. Mais voilà, par contre, j'ai toujours trouvé la ressource pour ne pas abandonner, pour toujours aller au bout de mon objectif qui était de finir le tour du monde. Alors justement, solitaire, sur un bateau, il faut tout faire. Est-ce qu'on doute vraiment dans des moments très difficiles, parce qu'il y a dû y en avoir sur la mer? Alors tu doutes, oui, mais c'est très rapide. Ça veut dire qu'il y a toujours un moment donné où tu doutes. Quand j'ai eu mon problème sur le mât, j'ai regardé où je pouvais m'arrêter en Australie pour pouvoir m'arrêter en Australie à l'abandon. Mais j'ai quand même regardé, mais ça a duré exactement, je pense, 25 secondes. Et donc à partir de là, j'ai dit, mais non, je peux pas m'arrêter en Australie. Il faut que je trouve des solutions pour pas m'arrêter. Et donc tu trouves la ressource, mais ça c'est tout le travail qu'on a depuis qu'on est sur ces projets-là, avec tous les nombres et les centaines de milles que tu accumules au fur et à mesure des années sur ces bateaux-là, que tu trouves cette ressource pour trouver les solutions. Et puis en plus, il y a un phénomène qui se passe, c'est que t'es loin, il n'y a rien, il faut que tu te débrouilles. Et c'est là où, tu vois, je remercie ma préparatrice mentale, parce que du coup, quand on a beaucoup travaillé sur certains sujets, je pense que ça m'a rationalisé en fait ma façon de travailler mentalement à bord, et donc tout de suite me concentrer sur les choses qui étaient importantes, et donc essayer de trouver des solutions pour surtout ne pas abandonner. Le moment qui t'a donné le plus de frayeur sur ce bateau-là, même si tu n'es pas tout seul, parce que tu es toujours en permanence en contact avec les gens de la Terre, mais ton moment où tu as douté peut-être, ou où tu as eu peur? Le moment où on a cette casse à bord du bateau, mais qui n'est pas la casse du rail du mât, parce que ça, j'avais aucun doute que je trouverais la solution. C'est quand on a tapé un OFNI en mer, et en fait on a cassé une partie de la structure du bateau. Donc on a cassé une cloison qui correspond un peu à une côte, et puis on a cassé un longis qui correspond un peu à une colonne vertébrale, sauf qu'on a plusieurs colonnes vertébrales dans le bateau. Et donc du coup, cette pièce en carbone était fendue, cassée, et en fait la coque à l'intérieur du bateau, le carbone, c'est très résistant, tout ça, mais quand on a des grandes plaques comme ça de carbone, il y a un peu de flexibilité. Et en fait, la coque, j'exagère, mais faisait comme ça à l'intérieur du bateau. Et donc en fait, le risque, c'était que ça continue le délaminage. Et après ça, c'est la casse de la matière, donc du carbone, et ça entraîne une voie d'eau. Et là, ça pouvait aller vraiment au drame. Donc, mais t'as douté à ce moment-là? Ouais, j'ai douté. J'aime pas dire peur, parce que je trouve que la peur te pétrifie et t'arrives pas à avancer. J'ai eu une grosse appréhension. Je pensais que le bateau allait se disloquer, etc. Et j'ai donc réagi très très vite, en faisant comme dans une maison, hein, quand il y a une poutre qui casse, on met un étai. Donc j'ai construit un étai tout de suite pour essayer de bloquer l'hémorragie, on va dire. Et puis après, on a eu une discussion technique avec l'équipe. On a envoyé aussi avec l'architecte, on a eu une discussion avec l'architecte du bateau pour voir comment on pouvait réparer cette partie-là. Et en fait, dès 3 heures après avoir étayé le bateau, j'étais déjà en train de poncer. Et puis on a trouvé des solutions pour après stratifier. C'est la magie du carbone. On recolle et puis ça repart. Et là, je me suis dit, c'est bon, j'ai bien travaillé, ça va le faire. Sauf que j'y suis retourné 3 fois. En fait, elle a recassé 3 fois la cloison.
Et donc voilà, c'était très chaud. Je suis parti avec 1,5 kg de résine pour le tour du monde. Je suis arrivé au Sable d'Olonne, il me restait 100 grammes. Donc c'était un peu tendu, mais la dernière réparation que j'ai vraiment blindée et a tenu, etc. On a même fait une radio, il y a un spécialiste qui est venu faire une radio, et en fait on va la refaire proprement parce que voilà. Mais sur la radio, en fait, il était assez étonné de ce que j'ai réussi à faire dans les mers Donc du c'est Sud. 2 exploits, celui d'avoir fini et celui d'avoir réparé cette problématique. Ouais, je sais pas si c'est des exploits parce que t'es confronté à ça et que de toute façon t'es tout seul, donc il faut Action, que tu te réaction. débrouilles, tu vois. C'est comme ça, comme quand je me suis blessé la main, il a fallu que je me répare, que je nettoie ma plaie, que je me couse, etc. Mais t'es tout seul, donc il faut de toute façon que tu te surpasses pour trouver des solutions, avancer dans le bon sens et surtout te réparer toi-même si jamais, ou réparer ton bateau qui est ton ami, et parce que il faut finir, et puis de toute façon il n'y a pas de porte de sortie réelle quand tu es dans les mers du Sud. Tu rentres dans un espèce de tunnel et la vraie sortie c'est le passage du Cap Horn, où on voit sur toutes les vidéos que j'ai envoyées, où je suis vraiment très très ému de passer le Cap Horn, etc. Et puis après voilà, on rentre à la maison. Mais la rentrée à la maison finalement était pas si simple que ça, c'était assez dur pour le bateau et pour moi. Donc, Est-ce que ça t'a changé cette course? je pense que forcément ça te change. Tu passes 3 mois tout seul en mer, tu fais le point sur ta vie, hein. Moi j'ai pas 25 ans, hein, donc, ou 20 ans. J'ai des enfants qui commencent à être grands, donc évidemment tu fais le point sur ce que tu as fait de bien, pas bien, etc. Donc oui, je pense que tu rentres changé. Là c'est surtout à discuter avec mes proches pour savoir si j'ai changé dans le bon sens, et surtout si ça va continuer. Donc, Et c'est un bel exemple pour tes enfants aussi, dans le combat que tu as mené sur la mer. oui, c'est un exemple où il faut toujours croire en ses rêves et aller au bout des choses, mais c'est surtout que rien n'est gagné d'avance. Il faut souffrir aussi. Il faut souffrir, il faut se battre, etc. On le voit aujourd'hui où on est, on a plus de choses à capter d'eux que peut-être nous à leur amener, tu vois. Et moi je suis admiratif de ces gens-là qui se battent tous les jours pour juste vivre, en fait, parce que c'est ça le truc. Nous on s'amuse et on va au bout de nos idées et nos délires de sport, mais eux c'est des gens assez fantastiques, et voilà, et j'espère que oui, mes enfants prennent une bonne leçon là-dessus et se rendent compte que leur papa il a été au bout des choses sans jamais lâcher, et qu'il faut faire pareil. Regardons vers l'avenir, Antoine Cornic prépare déjà son prochain défi pour 2028. Fort de ses expériences, il ambitionne de repartir de plus belle, épaulé par ses partenaires actuels et de nouveaux alliés dans un projet en constante évolution. L'objectif, un bateau plus performant pour prouver que l'expérience des vieux reste un atout de taille face aux aléas de l'océan. En attendant le grand départ, Cornic prépare et prendra surtout le temps de se ressourcer cette année en naviguant sur d'imposants bateaux de 33 mètres en Méditerranée. Cette parenthèse avant de renouer avec l'IMOCA et de prendre le large sur la route du Rhum en 2026 constitue une préparation minutieuse pour la suite de l'aventure. Quant aux chèvres du Larzac, elles devront patienter encore un peu avant de goûter à leur tour à l'aventure marine. J'ai dit que j'aurais l'âge et la maturité pour être capable de dire, écoutez, le tour du monde, en fait, finalement, je préfère aller faire des chèvres dans le Larzac. J'ai annoncé à l'arrivée que les chèvres allaient m'attendre, et que je voulais tout de suite repartir sur une aventure en 2028 d'un Vendée Globe. C'est des processus qui sont très longs, des projets qui sont très longs. On veut pas faire le même projet, on veut plus de sportifs dedans, on veut aller jouer avec nos copains devant, donc on veut changer de bateau, on veut les nouveaux bateaux à foil, etc. Donc c'est un projet qu'on est en train de monter, qui était déjà bien entamé quand même avant le départ, mais qui est en finalisation avec des rendez-vous avec des gros partenaires qui continuent là. Donc depuis que je suis arrivé, en fait, on est déjà sur 2028, voire déjà, on commence déjà à réfléchir à 32, mais pour moi c'est vraiment trop loin. Et puis sinon, je vais en profiter aussi pour changer de support là. Sur 2025, je vais aller naviguer en équipage, me ressourcer, faire autre chose, sur des gros bateaux, sur des bateaux qui font 33 mètres, voilà, en Méditerranée,
passer un peu plus de temps là-dessus, histoire de continuer à conduire et ce nouveau projet d'IMOCA pour revenir en fait sur la route du Rhum en 2026. Le 14 février 2025, en franchissant la ligne d'arrivée, Antoine Cornic a mis un point final à une aventure qu'il chérissait depuis plus de 20 ans. En prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses ambitions et ses rêves, il a démontré une détermination sans faille. Face aux tempêtes, aux blessures, aux avaries et aux moments de doute, notre embarcation a tenu bon, dit-il, incarnant l'esprit combatif de cette traversée exceptionnelle. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Nadous pour Île de Ré TV.